Alors, quand on est dans le monde des ressources humaines, on a deux principes. Le premier principe, c'est que finalement, eh bien, le rôle des ressources humaines, c'est de contribuer à la performance. Le principe de base de la gestion des ressources humaines, je le dis lentement si vous voulez le noter, eh bien, le principe de base, c'est tout salaire mérite travail. Je le redis lentement si vous voulez. Le principe de base des ressources humaines, c'est tout salaire mérite travail. C'est quand même ça le but du jeu. Donc c'est quand même ça le cœur. Il ne faut quand même jamais oublier si vous voulez. Hein. Ouais. Si je l'illustre autrement, c'est-à-dire la question de la performance, on peut le dire de manière un petit peu plus subtile, vous voyez, c'est-à-dire que s'applique à la gestion des ressources humaines ce que l'on appelle le théorème du mauvais vendeur. Vous connaissez le théorème du mauvais vendeur. Alors je vous avertis pour la suite de cette conférence, quand je vous pose une question comme ça, il faut répondre non. Je vous le redis pour que ça soit plus lissé, si vous voulez. En fait, s'applique aux ressources humaines le théorème du mauvais vendeur. Vous connaissez le théorème du mauvais vendeur. Oh! Ah ben je vais vous le dire. Vous voyez, c'est tout de suite mieux comme ça. Vous voyez. Le mauvais vendeur, c'est celui qui est persuadé de la qualité de ses produits. Vous êtes d'accord? Car celui qui est persuadé de la qualité de ses produits, quand il rencontre un prospect un peu réticent, quel est le message qu'il lui fait passer de manière subliminale? Eh bien, le message, c'est « t'es nul ». Mes produits sont bons, si tu ne veux pas les acheter, tu es nul. Et en général, le prospect comprend très bien le message. Et ça ne l'incite pas à acheter. En revanche, qui est le bon vendeur? Le bon vendeur, c'est celui qui a compris en quoi ses produits pouvaient répondre aux besoins de la personne d'en face. Vous appliquez ça aux ressources humaines, ça s'applique parfaitement. Le but du vendeur, c'est de vendre. Le but des ressources humaines, c'est quoi? C'est de faire de la performance. Quand même, jamais oublié ce principe-là. Alors après, il y a le comment. Après, il y a l'écoute des autres, parce que je ne peux pas me permettre de faire de la gestion des ressources humaines tout seul. Vous voyez? Mais on est bien dans ce contexte-là. Alors moi, ce que je voudrais pointer avec vous, c'est trois enjeux qui sont permanents, trois problèmes qui sont permanents à cette fonction, si vous voulez, quand même très, très, très complexe, si vous voulez, hein, qui est la gestion des ressources humaines ou le management, si vous voulez, et qui consiste à quoi? Qui consiste à mettre des gens ensemble et que non seulement ils ne se tapent pas dessus, mais qu'en plus ils produisent quelque chose à la fin de la semaine, à la fin du mois. Ce qui est quand même le but de la fonction. Trois problèmes qui se posent en permanence. Alors pourquoi j'aborde avec vous ces problèmes? Tout simplement parce que toutes ces innovations, ces possibilités qui sont offertes à nous, il me semble qu'il faut toujours les examiner, les aborder en se disant mais en quoi elles peuvent m'aider à résoudre ces trois problèmes permanents de la fonction? Alors bien sûr, j'imagine qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres, c'est quels sont ces trois problèmes? Merci. Eh bien, je vais commencer par le premier. Et je vous ferai un grand signe après chacun des problèmes. Comme ça vous aide pour votre prise de notes. Et si en plus vous avez eu un assoupissement passager avec l'un, ça vous permet de ne pas rater le deuxième et le troisième. Toujours la satisfaction du client, si vous voulez, moi c'est toujours un principe. Premier problème. Le problème de fond des RH, c'est le problème de la mesure. C'est-à-dire qu'en matière de RH, on est bien obligé de prendre des décisions. Qui on recrute pas, qui on vire pas, qui on n'augmente pas, de combien on n'augmente pas. Qui est talent diamant ou qui n'est pas talent diamant. Vous voyez, donc il y a bien des décisions qui se prennent. Comment vous prenez une décision? Vous prenez une décision en comparant des possibles. Comment vous pouvez comparer des possibles? Vous ne pouvez comparer des possibles que dans la mesure où vous avez un instrument qui vous permet de décrire et de mesurer ces possibles. Or, le problème en matière de RH, c'est qu'on a des difficultés à avoir ces mesures. Oui. Et on est d'ailleurs parfois très timide par rapport à d'autres fonctions de l'entreprise qui, elles, ont des mesures. Prenez les financiers. Nous, on est très timide par rapport aux financiers. Regardez tous les instruments de mesure qu'ils ont. Mais quel est l'avantage des financiers par rapport aux gens qui sont dans l'humain? Ce n'est pas la qualité de leurs mesures.
c'est qu'en finance, tout le monde est d'accord sur la manière de mal mesurer. C'est-à-dire qu'un directeur financier, un commissaire aux comptes et un inspecteur du fisc, eh bien, ils sont d'accord sur la manière de calculer l'amortissement. Or, nous, ça, en matière de ressources humaines, on n'a pas ce truc-là. On n'y arrive pas. Vous le savez très bien, vous connaissez tous cette scène classique qu'on a dans toute grande entreprise, où on veut recruter quelqu'un, l'opérationnel rencontre des candidats, choisit le ou la candidate qui lui va le mieux, va voir la RH, elle lui dit moi je pense à prendre cette personne-là, et la RH lui dit alors là, pas question. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes instruments de mesure. Et donc, on est en permanence, si vous voulez, en recherche dans ce domaine-là, dans ce monde des RH, eh bien on est en permanence à la recherche d'instruments de mesure. Très intéressant l'expérience Saint-Gobain. Pourquoi? Mais parce que ça nous donne des instruments de mesure. Vous voyez? Alors on n'est pas fou, on sait très bien les limites des instruments de mesure. Regardez, moi, pendant toute une partie de mon existence, j'ai cru que finalement, il y a un truc qui existait, une mesure qui existait, c'était la mesure de la température. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y ai cru longtemps. Mais il y croit encore. Jusqu'à ce qu'il y a quelques années, on me dise qu'attention, il y a la température, mais il y a la température ressentie. Il y a deux notions de température maintenant. Vous voyez ? Comme quoi, même sur des mesures qu'on pouvait estimer, je veux dire, gravées dans le marbre depuis et pour toujours, même là, il peut y avoir des différences. Donc en matière RH, on est en permanence. Tenez, je vous prends un exemple. Prenez la notion de talent. La notion de talent, c'est extraordinaire. Vous savez ce que c'était qu'un talent dans l'Antiquité? Je vous ai dit de répondre non. Bon, parce que ce n'était pas une monnaie. Non, mais ce qui explique que ce soit devenu une monnaie après, c'est que le talent, c'était un instrument, une unité de mesure. Une unité de mesure de poids. On parlait d'un talent d'or, d'un talent d'argent, ça voulait dire un certain poids d'or, un certain poids d'argent. Très intéressant. Et on a pris un mot. Alors je ne vous dis pas que ceux qui l'ont développé, McKinsey, en 99-2000, quand ils développent la guerre des talents, je ne vous dis pas qu'ils avaient pensé à ce truc-là. Mais à ce mesure. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne comme talent? Le talent, ça nous permet de compléter ou de dépasser la notion de compétence, par exemple, qui est un autre instrument de mesure. Parce que dans compétence, quel est le mot important? Mais dans compétence, le mot important, c'est référentiel. Quand on fait de la gestion des compétences, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fabrique des référentiels. C'est quoi des référentiels? C'est une liste de notions, de concepts. Dans la colonne d'à côté, il y a la définition de ces concepts. Et dans la troisième colonne, il y a la métrique qui permet de la mesurer. À quoi ça sert les compétences? Eh bien, ça sert à pouvoir comparer. À pouvoir comparer différentes personnes, eh bien, sur des compétences qui ont été définies, établies. Et c'est utile de comparer. Pour gérer des carrières, pour évaluer, pour rétribuer, c'est quand même utile de pouvoir comparer les personnes les unes par rapport aux autres. Ouais. Et puis, il y a un moment donné, je ne vais pas vous faire l'histoire trop longue, mais on se rend compte que c'est bien joli d'avoir des référentiels de compétences qui sont, par construction, bâtis sur ce qu'était l'activité dans le passé. Comment vous avez construit votre référentiel de compétences? En regardant le passé. Et vous vous retrouvez dans des situations, disruption des business models, dans un contexte de développement durable et de réapparition du camembert au lait cru. Et là, eh bien, mes compétences élaborées dans un monde passé, elles ne me permettent pas, si vous voulez, de définir la combinaison rare de compétences rares qui me permettent de répondre à des enjeux qui sont totalement nouveaux. Il faut que j'invente un autre truc. J'invente le talent. On a de vrais problèmes. Mais alors, c'est bien joli, la notion de talent, c'est sympathique. Puis quand vous dites aux gens, est-ce que tu préfères être talent et non talent? En général, 98% répondent talent, les 2% restants n'ont pas compris la question, ce qui veut dire qu'ils ne le sont pas. Mais vous voyez bien, cette notion-là, d'ailleurs c'était intéressant la présentation d'Alban, parce que tout de suite on se dit, voilà, ok, d'accord, j'ai des talents, mais ça serait bien de pouvoir mettre des trucs, les variables à côté. Qu'est-ce qui me permet de dire que l'un l'est ou l'est pas? Et ce qui était intéressant dans votre démarche, c'est qu'on voit bien que ça c'est une espèce de processus totalement heuristique, qu'on n'a pas fini de faire. Problème de la mesure. Quel premier problème de fond?
ma question, c'est, on veut augmenter les collaborateurs, on veut augmenter les organisations, on veut augmenter le travail, va se poser, continuer de se poser cette question de la mesure. Oui. Et on voit toutes les opportunités que nous donne, par exemple, le big data pour le faire. Là encore, quelle est la question des limites? Tout instrument de mesure a toujours ses limites. Premier problème. Je passe au deuxième. Le deuxième, c'est que en matière d'humain, de bipède, eh bien, la seule chose que l'on puisse apprendre pour résoudre les problèmes de bipède, eh bien, c'est de la théorie. La seule chose dont on a besoin, c'est de la théorie. C'est quoi la théorie? La théorie, je ne vais pas vous faire un cours de grec ancien, mais la théorie, ça vient du grec qui veut dire contempler, observer, faire l'effort du regard. La théorie, c'est ce qui nous aide à regarder, parce que selon la manière dont je regarde, je ne vois pas la même chose. La seule chose que l'on puisse apprendre sur les choses humaines, que ce soit la politique, l'amour ou le management, mais je parlerai avec du troisième, eh bien, la seule chose que l'on puisse apprendre, c'est à regarder les choses sous des angles différents. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on peut. C'est ça la théorie. Et pourquoi est-ce que toutes ces choses humaines sont des choses, si vous voulez, qui paraissent à chacun aussi simples? C'est parce que tous autant qu'on est, on a tous l'impression de comprendre. Si j'ai l'impression de comprendre, pourquoi faudrait-il apprendre? Illustration. Il y a quelques années, sort un bouquin aux États-Unis, un bouquin très très intéressant qui essaie de brosser une cartographie de toutes les pratiques des entreprises en matière de gestion des bipèdes. Donc, ils sortent un bouquin très épais. Et ce bouquin n'a absolument aucun intérêt. C'est pour ça que je vous le conseille. Je pourrais vous donner la référence. Parce que tout ce qui est dedans, je veux dire, vous le savez par cœur. L'intérêt du bouquin n'est pas celui-là. L'intérêt du bouquin, c'est que les mêmes profs avaient fait exactement la même étude 30 ans auparavant. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils comparent, vous voyez, la vision des pratiques de gestion des personnes à 30 ans d'intervalle. Ça, c'est intéressant, là. Parce que là, on sort, vous savez, des tendances qui nous arrivent tous les débuts septembre, les nouvelles tendances RH, les nouvelles tendances management, les nouvelles tendances ceci, les nouvelles tendances cela, qui sont en général comme les horoscopes du 1er janvier, c'est-à-dire que dès le 1er janvier au soir, en général, on les a oubliés. Seulement, quand vous comparez avec une méthodologie un peu sérieuse la situation à 30 ans d'intervalle, là, c'est quand même un petit peu plus sérieux. Et qu'est-ce qu'ils observent? Eh bien, ils observent qu'en 30 ans, rien n'a changé. Rien n'a changé. Tout a éclaté. Ah, c'est pas pareil. Rien n'a changé, tout a éclaté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, quand on se représente une vision du changement, on a l'impression d'une translation. Voilà, ça a translaté. Eux, ce qu'ils disent, c'est que ça n'a pas du tout translaté. C'est-à-dire qu'on n'a pas une espèce de notion une espèce de package de pratiques de gestion des personnes qui se seraient, en gardant la même homogénéité, si vous voulez, qui aurait translaté au fil du temps. Non, ils disent ça part dans tous les sens. On ne peut pas aujourd'hui parler de l'entreprise, du travail, du salarié, du talent, du manager, du patron au singulier. Ce n'est pas possible. Circulez un petit peu autour de vous, ce qui frappe dans le monde du travail des pratiques RH, c'est la diversité. C'est absolument pas l'unité. Alors bien évidemment, si je vois les choses de loin, ça peut paraître... ça, c'est ce qu'on appelle le théorème... Au Japon, ils appellent ça le théorème du français. Vous connaissez le théorème du français? Oh. Mais ils savent rien. Mais je vais vous le dire. Eh bien, pour les Japonais, tous les Français se ressemblent. D'ailleurs, les Français leur rendent. Vous voyez? C'est-à-dire que quand vous êtes très loin, vous n'avez pas beaucoup de besoin de pixels pour voir une image. Plus vous vous rapprochez, plus vous apercevez qu'il vous faut beaucoup de pixels pour voir une image. C'est ça la métaphore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça éclate. On a des modèles de RH qui sont totalement différents, qui sont en train de sortir, qui correspondent, si je parle un peu jargon, à une anthropologie différente, c'est-à-dire une conception de la personne, de la relation employé-employeur, de l'entreprise, du travail différente. Et la complexité de notre monde, c'est justement cette diversité. Alors, pour vous illustrer le propos, les auteurs, ils proposent 3 modèles. Ils disent qu'il y a un premier modèle qui est le modèle low cost.
Low cost, c'est pas au sens de comment on gère les bipèdes chez EasyJet, c'est pas ça la question. C'est une façon low cost de gérer les personnes. Et le low cost, c'est quoi? Eh bien, c'est diminuer le coût direct, c'est diminuer le coût du risque, c'est d'être dans des organisations très peu dépendantes de personnes. C'est en fait un modèle où la performance ne dépend pas des personnes. Ouf! C'est-à-dire que la performance dépend des organisations, des systèmes, des processus. Alors vous allez me dire, ouais d'accord, ça fleure blond le taylorisme, si vous voulez, de Charlie Chaplin dans les temps modernes. Tout à fait. Alors aujourd'hui, si j'avais le temps, je vous prendrais des exemples plus actuels. Mais vous pouvez dire, c'est IA et robots. Hein. Il y a des formes quand même plus chics, si vous voulez, aujourd'hui, le modèle. J'espère que vous êtes dans un milieu low cost. Au moins, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas à vous préoccuper des bipèdes. Il suffit que vous fassiez de la gestion de flux. C'est-à-dire, comment intégrer, comment faire sortir et comment faire de l'animation socioculturelle entre les deux. Vous développez un bon système de gestion d'information, parce que la clé des RH, c'est quand même que la paye soit virée le bonjour. C'est quand même la clé. Et deuxièmement, vous adjoignez les services quand même d'un avocat pour être sûr que vous êtes en ligne eh bien, avec le Code du travail pour ne pas prendre de risques juridiques. Mais dans ce modèle-là, votre performance, votre résultat ne dépend pas des gens. Si j'avais le temps, mais je ne l'ai pas, je vous prendrai des exemples de business, si vous voulez, où ce modèle low cost fonctionne très bien. Vous voyez, fonctionne très bien. Ensuite, il y a un deuxième modèle. C'est ce qu'ils appellent le modèle de l'individualisation. Alors tout ce que je vous ai dit sur le talent, on est en plein dans le modèle de l'individualisation. C'est quelque part considérer que la performance dépend de certaines personnes. Les stars, les hauts potentiels, les high pots, les gens qui un jour seront en pole position, les pole pots. Vous voyez, c'est vraiment, là, la performance dépend d'individualité. Les stars, les divas, les talents, vous les appelez comme vous voulez. Vous voyez? Et là encore, vous retrouvez ce modèle-là tout à fait pertinent, en particulier dans des business, si vous voulez, qui sont en très grande disruption. Et donc vous êtes une entreprise traditionnelle, vous existez depuis des décennies, puis tout d'un coup, vous voulez faire de la transformation digitale. Comment vous faites ça? Je ne veux pas être méchant, mais dans certaines organisations que je connais, je ne veux pas généraliser, mais on en parle à la DSI. Hein. Et en 2024, on a les premières hypothèses des prolégomènes des prémices d'un éventuel cahier des charges. Ou alors, est-ce que face à une disruption pareille, vous allez plutôt cibler les individualités, les combinaisons rares de compétences rares, vous voyez, vous allez les cibler à l'extérieur, et vous essayez de, comment dirais-je, de les mettre surtout pas au siège social, mais dans un lab, si vous voulez, avec des baby-foot, et de façon à ce qu'ils puissent transformer, dynamiser. Vous voyez? Il y a bien des situations, parfois, où vous avez besoin de cette approche très ciblée, très individuelle. Si j'insiste là-dessus, c'est pour vous dire que ces modèles, ce n'est pas une question idéologique. Ce n'est pas une question de « alors, qu'est-ce que je sens le mieux au niveau de mon vécu ?» C'est aussi lié à des situations de business. Et puis, il y a un troisième modèle. Et le troisième modèle, c'est le modèle du fort engagement. Et le modèle du fort engagement, c'est quoi? C'est un modèle où mon business ne peut pas réussir si les gens ne sont pas engagés. C'est-à-dire que là, je suis totalement dépendant des personnes. Et je ne m'occupe pas de l'engagement parce que c'est sympathique, c'est la cerise sur le gâteau, ça fait humain et tout ça, mais je m'en occupe parce que si je ne l'ai pas, cet engagement, ça ne fonctionne pas. L'engagement n'étant plus un objectif, mais étant une contrainte. Et là, bien évidemment, la source de la performance, c'est quoi? C'est un engagement dans un projet collectif. Si j'avais le temps, je pourrais vous décrire des tas de situations de business où c'est nécessaire. Mais vous voyez, dans ces trois modèles, le low cost, la performance ne vient pas des gens, la performance vient des systèmes. L'individualisation, la performance vient de certaines stars. Ou le troisième, la performance est dans un engagement dans un projet collectif. Je suis, pour faire jargon, je suis dans des anthropologies totalement différentes. Je suis dans des mondes totalement différents. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans des théories différentes, on est dans des conceptions du travail, de l'individu et de tout ça complètement différentes. Et puis il y a un troisième problème permanent.
La troisième chose, c'est la question, c'est vrai qu'on n'aborde pas toujours. Moi, vous savez, quand j'ai fait mes études, je n'oserais pas vous dire la date parce que tout le monde n'a pas fait des études d'histoire, mais on ne parlait jamais du risque. Le risque, ce n'était pas une notion. Hormis quand vous faisiez des cours en assurance. Alors là, forcément, c'était le cœur du métier. À la rigueur, si vous faisiez un peu de finance, vous abordiez un peu la notion du risque. Aujourd'hui, vous ne pouvez aborder aucun domaine, si vous voulez, aucune discipline du business, de la gestion, sans aborder la question du risque. Est-ce que vous pouvez aborder les questions de système d'information aujourd'hui sans aborder la question du risque? C'est quand même pas possible. Est-ce que vous pouvez aborder des problèmes de logistique, de supply chain sans avoir la question du risque? Est-ce que vous pouvez même aborder l'entreprise sans voir la question du risque? Est-ce que vous avez remarqué que dans un numéro d'il y a quelques mois de la Harvard Business Review, vous avez l'article phare du numéro qui est écrit par Condoleezza Rice, vous savez, l'ancienne secrétaire d'État aux États-Unis, introduisant dans une revue de business, si vous voulez, hein, j'ai allé se mouiller dans un truc comme ça, en disant, mais attendez, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, enfin, lisez les journaux, je veux dire, comment est-ce que je peux développer un business sans me préoccuper de ce qui est en train de se passer entre l'Europe et le Mercosur? Ça, j'imagine que ça doit intéresser quand même Michelin, hein, et ce qui se passe. Vous voyez? Donc, c'est dire si cette notion du risque, elle est omniprésente. Et bien évidemment, tout ce qui concerne les bipèdes, eh bien, je suis bien obligé de l'aborder aussi sous l'angle du risque. Les individus, les personnes, c'est un risque. C'est un risque. Attendez, aujourd'hui, quand vous prenez l'avion, hein, quand vous montez dans la carlingue, vous savez, vous allez prendre votre bonbon. Enfin, si vous avez payé le supplément, hein, parce que, vous jetez un œil à la cabine de pilotage. Supposons qu'elle soit un peu entrouverte. Vous voyez là où le pilote. Vous ne vous posez pas la question depuis Germanwings, mais est-ce qu'il a bien pris son cachet? Moi, je me pose la question. L'être humain, c'est un risque. Ouais. Pourquoi j'insiste là-dessus? J'insiste là-dessus parce que, bien évidemment, le business, c'est quoi? Alors, comment dirais-je, pour France 2, envoyé spécial, le business, c'est faire des sous. Mais en réalité, le business, c'est quoi? C'est surtout maîtriser les risques. Tout ce que vous faites dans vos activités, c'est quoi? C'est essayer de maîtriser le risque. C'est le cœur de la fonction. C'est le cœur du métier. Vous voyez? Et donc, bien évidemment, il y a un enjeu très important qui est de maîtriser le risque au niveau humain. Vous avez une évolution au fil du temps. Le recrutement, c'est l'externe. D'ailleurs, un peu titillé d'ailleurs par tous les outils nouveaux, parce que s'il y a une fonction qui a été très disruptée, si vous voulez, par la technologie, c'est vraiment le recrutement. Alors ça nous donne l'impression en plus qu'on fait des trucs extraordinaires. Mais l'externe, ça veut dire quoi? C'est avant tout, je vais chercher à l'extérieur quelqu'un qui a fait les mêmes trucs que je veux lui faire à l'intérieur. C'est quand même pas une immense prise de risque, ça. On évolue plutôt aujourd'hui, si vous voulez, vers le risque zéro en matière de RH. Hein. Ouais. D'ailleurs, le big data vous donne des tas de moyens pour ça. Ouais. Enfin, à la réserve, si vous voulez, si vous reprenez la théorie du célèbre économiste, à la réserve du signe noir. Mais les big data nous donnent énormément d'éléments là-dessus. Hein. Vous suivez ce qu'a fait Google sur le développement de ces outils d'évaluation des performances des managers? Avoir de bons managers. Ils ont remis des tas de comportements, tout ça. Quels sont les comportements des bons managers? Et maintenant, on a une espèce de profilage des bons managers. Si le mec n'a pas fait assez de réunions, s'il n'a pas eu assez de bilatéral, comme on dit, eh bien, ça y est, ça ne va pas. Ouais. On essaye de maîtriser. Il me semble que toutes ces approches nouvelles doivent être aussi vues à cette aune-là. Le monde des RH aujourd'hui est un monde, comme les autres, vous me direz, dans l'entreprise, mais quel que soit le discours sur la prise de risque, mais où on essaye finalement de prendre le moins de risques possible. Alors là encore, quand on aborde des outils et des démarches nouvelles, se poser la question, est-ce que ce que je veux, c'est simplement limiter le risque, ou est-ce que je veux, c'est essayer? Il y avait une question tout à l'heure, en se disant, mais est-ce que je veux de la... Je sais pas c'était la question, de la disruption, des choses comme ça.
Voilà 3 problèmes qui sont 3 problèmes aujourd'hui permanents. Alors moi, je ne vous donne pas de réponse parce que j'y connais rien, tout ce sur quoi vous avez travaillé. Mais en revanche, il me semble qu'on ne peut pas aborder ces questions d'outils nouveaux, d'approches nouvelles, eh bien, sans les passer au crible de ces 3 problèmes. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que ça aide, ça sert à aborder l'un ou l'autre de ces 3 enjeux. Alors, je pense que j'ai déjà été trop long, hein, mais là, j'ai presque terminé mon introduction. Donc, je vais en sauter un peu. Je voudrais simplement dire 3 petites choses pour terminer. 3 petites choses. Bon, quand j'ai un peu préparé cette intervention, je me suis dit, mais finalement, tiens, on est tous face à ces transformations, hein, avec la peur, si vous voulez, de ne pas faire ce qu'il faut, la peur de laisser passer un train technologique et que ça nous retombe sur le nez, et la peur de ne pas être moderne, parce que c'est quand même la pire des choses qui puissent nous arriver, quand même, c'est de ne pas être moderne. Première chose, n'oublions jamais que tout ce dont on a parlé, on a des outils. Vous voyez ? Et les outils, c'est indispensable. Essayez de creuser un tunnel à la main. Vous y arriverez, mais... Donc, on a besoin d'outils. Il ne faut pas mépriser les outils. Il y a parfois un mépris des outils. Vous savez, non, c'est utile, pardon. D'ailleurs, c'est la même étymologie. Seulement, il ne faut jamais oublier, à propos des outils, les 3 théorèmes du marteau. Vous connaissez les 3 théorèmes du marteau? Oh, ben, je vais vous les dire, alors. Premier théorème du marteau, si vous voulez noter. Quand on se tape sur les doigts avec un marteau, ce n'est pas de la faute du marteau. D'ailleurs, quand on enfonce un clou avec un marteau, ce n'est pas grâce au marteau non plus. Non, je vous dis ça parce que c'était intéressant les questions, si vous voulez, hein, par rapport à ce que Alban a présenté tout à l'heure. Et les questions, c'était tout de suite, ouais, mais enfin, franchement, avec votre truc, là, vous ne pouvez pas quand même pas atteindre la vérité, quoi. D'une certaine manière, c'était un petit peu ça. Et puis on voit bien les effets pervers. Et puis ben évidemment, on peut se taper sur les doigts avec un marteau, ce n'est pas de la faute du marteau. L'outil tel que je le comprends, Saint-Gobain, je l'ai découvert avec vous, ça peut surtout, s'il est bien utilisé, être un outil très 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 intéressant pour retravailler avec les DRH locaux et les managers locaux sur la manière dont ils font, de façon à ce que d'une manière un petit peu heuristique, eh bien, on essaye de progresser dans cette démarche. Puis c'est un outil qui permet de faire une restitution de ce qu'il y a dans les entretiens annuels. Il n'y a pas tellement d'entreprises où il y a une exploitation de ce qu'il y a dans les entretiens annuels. Hein. Ils sont bien classés, certes, hein, mais je n'ai pas vu tellement d'entreprises, si vous voulez, où ces entretiens ils étaient vraiment utilisés, exploités. Alors l'exploitation qu'on en fait, elle est forcément partielle, elle est forcément critiquable, etc. Mais après, tout dépend de la manière dont on utilise l'outil. Ce n'est pas de la faute de l'outil. Deuxième théorème du marteau. Alors là, vous passez à la ligne. Deuxième théorème du marteau. Eh bien, quand on a un marteau, tout problème a tendance à devenir un clou. Vous voulez que je le redise lentement? C'est-à-dire que parfois, on veut faire aux outils, je veux dire, ce qui n'est pas... C'est pas leur propos, quoi. Autrement dit, il faut savoir se limiter d'une certaine manière en matière d'outils. C'est-à-dire savoir ce que ça permet de faire, et puis la limite. Si je reprends encore, là, parce que vous avez présenté, c'est bien joli, mais si on attend de ce que sort la machine, les analyses sémantiques, et je vois bien le genre d'analyse, je veux dire, auquel vous faites référence, si on en prend quelque chose de prescriptif et qu'on commence à faire une nouvelle segmentation avec des trucs, des machins, non, c'est pas l'objet. Donc, parfois, et puis surtout que ça coûte cher, les outils, alors on veut leur faire parfois faire beaucoup plus que ce qu'ils peuvent faire, mais ce n'est pas de la faute de l'outil, ça. Or, quand on est, comment dirais-je, on a des technologies aujourd'hui, c'est impressionnant le nombre d'outils qui nous sont proposés de partout pour essayer de mieux tester, repérer, décrire, anticiper. On est totalement pris, si vous voulez, par le syndrome de la machine à laver. Vous connaissez le syndrome de la machine à laver? Vous savez ce que c'est qu'une machine à laver? Enfin, vous savez où elle est à la maison, au moins. Vous savez, quand votre machine à laver est morte, il faut en changer. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez Dartoc. Le vendeur vous montre un appareil.
les dimensions que vous cherchez, le type d'ouverture que vous préférez, 6 programmes de lavage. Puis après, le vendeur vous montre un autre appareil, même dimension, même système d'ouverture, 24 programmes de lavage. Comment résister à 24 programmes de lavage alors que vous n'en utilisez jamais que 2? Il faut appliquer ça aux outils RH. Pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'on est tous séduits par la technique. On a tellement la trouille de passer à côté d'une technique, la trouille de passer pour un lourdingue parce qu'on a raté un truc. Alors en plus, quand on est dans l'entreprise, parce que si son patron a participé à un dîner ou à un séminaire, on lui a parlé d'un outil, et puis vous ne l'avez pas déjà mis en place, vous passez pour quoi? Vous voyez? Donc on est pris quand même dans ce jeu politique dans nos organisations. Hein. Donc c'est pas si facile que ça, si vous voulez, de laisser les outils à leur place. Et puis alors le troisième théorème du marteau, c'est quand on se tape sur la tête avec un marteau, ça fait énormément de bien quand ça s'arrête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, trop d'outils, la multiplication des outils, trop de choses que l'on fait au bout d'un moment, tout le monde passe à côté. Parlez-en à vos managers, qui ont parfois l'impression, si vous voulez, qu'on leur demande de faire tellement de trucs, tellement de reporting, tellement de renseigner, tellement de choses. Chaque chose, d'ailleurs, ils sont d'accord avec chacune. Le problème, c'est l'accumulation de tout. Et au bout d'un moment, la tendance peut être, si vous voulez, à mettre un petit peu les choses de côté et à faire. Donc ça veut dire quoi, ce que je vous dis là de manière un petit peu humoristique, si vous voulez? C'est que tout ce qui a été évoqué, tous ces, comment dirais-je, ces transformations, ces outils, ces modes de travail, je veux dire, moi je ne suis pas philosophe, je ne me risquerai pas, mais ils nous posent quand même la question de fond, si vous voulez, qui est notre rapport à la technique. Alors si vraiment vous avez des insomnies cet été, eh ben, lisez Heidegger là-dessus. Mais c'est quand même une question de fond aujourd'hui, si vous voulez. Hein. On ne peut pas passer à côté de cette question-là. Quel rapport a-t-on à la technique? Jusqu'où est-on, jusqu'où garde-t-on une capacité un petit peu de distance et critique par rapport à ça? Ça, c'est la première idée. Il y a une deuxième idée que je voudrais donner en conclusion, c'est que c'est tout ce qui touche à la collaboration. C'est-à-dire en latin, si vous voulez, cum laborare, travailler avec. Et ça, c'est quelque chose de très important, si vous voulez, parce que dans vos entreprises, si vous voulez, on ne travaille pas. Ça, vous le savez. On travaille toujours avec. La nature du travail est collaborative. C'est-à-dire, je ne peux faire mon boulot que parce que d'autres ont fait le leur, et d'autres peuvent faire le leur parce que j'ai fait le mien. Et la caractéristique du travail, si vous voulez, c'est d'avoir à collaborer avec des gens qu'on n'a pas choisis. La plupart du temps, on ne les aime pas. Et on préférerait faire autre chose ailleurs et pour plus cher. Et malgré ça, il faut quand même que ça produise. C'est quand même ça la nature du travail. Le travail avec l'autre, c'est pas plus facile au boulot, si vous voulez, que dans votre immeuble. Donc, je veux dire, il y a des vrais... Ça ne va pas de soi d'être avec. Mais, alors forcément, comment dire, vous voyez, être sur des réseaux sociaux, on est avec des gens qu'on a choisis. Mais la caractéristique du travail, c'est qu'on est avec des gens qu'on n'a pas choisis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'appelle cette compétence du collectif, c'est-à-dire savoir collaborer, travailler avec, ce n'est pas une compétence qui est innée. Donc si elle n'est pas innée, elle a dû être acquise. Elle doit s'acquérir. Un des gros enjeux aujourd'hui de nos organisations, mais je ne vous développerai pas l'idée, à mon avis, c'est un petit peu celle-là. Où est-ce que vous apprenez aujourd'hui à fonctionner avec des gens que vous avez choisis? Ça, il y en a plein. Mais vous n'avez pas choisi. Or, il y a un enjeu de nos organisations, si vous voulez. Toutes nos vieilles organisations traditionnelles, toutes nos start-up qui vont grandir, c'est quand même un petit peu le bien qu'on peut leur souhaiter. Il y a bien un enjeu qui est un enjeu de sens du collectif. Toute une question, c'est en quoi toutes ces pratiques, toutes ces innovations permettent de développer et de renforcer ça. Parce que ça, c'est une espèce de, comment dirais-je, de compétence qui paraît tellement implicite et tacite, si vous voulez, qu'on n'en parle même pas. Et puis, il y a une toute dernière idée. Mais alors là, c'est vraiment la dernière. Parce que Aurélie, elle m'a dit, oui, mais c'est très important de resituer ça aussi par rapport aux notions de travail. C'est un sujet qui intéresse beaucoup aujourd'hui, vous savez, sur le travail.
Alors là encore au singulier, hein, au singulier. Alors, dans les années 80, enfin 1980, c'était l'amélioration des conditions de travail. Dans les années 90, c'était l'amélioration de la qualité de la vie au travail. Dans les années 2000, c'était l'harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle. Dans les années 2010, elle devinait, hein, le bonheur au travail. Oh, ouais. Alors la grande question, c'est les années 2020. Moi, il y a un truc que j'aurais jamais osé faire il y a quelques années, c'est prévoir ce que ça va être. Parce que vous comprenez, vous auriez pu avoir la malice de me le renvoyer en pleine figure en me disant « tu t'es trompé ». Alors qu'à mon âge, maintenant, je peux me permettre de prévoir, puisque je ne serai plus là pour qu'on me dise que je me suis trompé. Ça donne énormément de confort. Alors ça va être quoi dans les années 2020 ? À mon avis, dans les années 2020, ça va être la qualité du travail au travail. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans des sociétés où la base du fonctionnement de nos sociétés, si vous voulez, c'est-à-dire nos services, hein, tous nos services publics sociaux, est quand même basé pour l'instant sur sur la valeur créée par le travail. Hein, c'est de l'économie de base. Il ne vous a pas échappé que ces besoins vont un peu grandissant. À mon avis, l'enjeu principal va être un enjeu de qualité de travail au travail. Et je pense que ce modèle de l'engagement dont je vous parlais un petit peu en troisième modèle, je ne serais pas étonné que ce soit un modèle qui devienne de plus en plus nécessaire. Je ne sais pas s'il sera présent, mais nécessaire. Et qu'on a bien un enjeu quand même très très fort dans nos organisations. N'oubliez pas, hein, on est dans des pays qui se sont longtemps satisfaits d'une évolution croissante de la productivité. On est plutôt à un plateau là. Oui. Oui. Donc à mon avis, il va y avoir un gros enjeu et il me semble aussi que tous ces outils, transformation, peut-être cette nouvelle répartition des tâches entre des outils, des machines et des personnes, eh bien, je veux dire, la grande question à se poser, me semble-t-il, c'est dans quelle mesure, non pas simplement en quoi ça va permettre d'éviter des aspects qui sont des aspects pas marrants du boulot, ça c'est important, mais ce n'est pas suffisant, mais aussi dans quelle mesure ça va permettre de renforcer cette qualité du travail au travail. Voilà ce que je voulais, le troisième élément sur le travail. Je vous remercie d'attention.